Ma famille m'a laissé à un arrêt de bus, juste après ma remise de diplôme, avec seulement 69 € et un sac à dos. Bonne chance là dehors, m'a dit ma mère. 13 ans plus tard, je suis arrivé à la réunion de famille dans une limousine. Ils ne m'ont pas reconnu. Le siège en vinyle du bus Greyhound collait à mes jambes nues. La chaleur de juin s'infiltrait à travers les vitres, lourde comme un poids physique, et, quelque part, 3 rangées derrière moi, un bébé hurlait à s'en époumoner, tandis que sa mère le berçait, totalement impuissante. Je fixais les billets froissés, au creux de ma paume. 69 €, 3 billets de 20, 1 de 5, et 4 de 1. Mon héritage tout entier, pour 18 années d'existence. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon grand frère, Derek. Maman dit, ne te donne pas la peine de revenir. On change les serrures demain. J'aurais dû le voir venir. Peut-être qu'une partie de moi s'en doutait. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des années, écrits dans le langage des anniversaires oubliés, et des cadeaux de Noël qui ne se matérialisaient jamais, pendant que mon frère et ma sœur déballaient pile après pile de présents soigneusement choisis. Mais l'espoir est une chose tenace, surtout quand on a 17 ans, et qu'on est assez stupide pour croire que les liens du sang signifient quelque chose. Le bus a avancé brusquement, crachant des vapeurs de diesel dans l'après-midi de l'Oklahoma. À travers la vitre crasseuse, j'ai regardé ma ville natale rétrécir, au loin. Quelque part, parmi ce rassemblement de centres commerciaux et de fast-food, se trouvait la maison où j'avais grandi. C'est là que ma mère s'était assise à la table de la cuisine, ce matin-là, sirotant son café, pendant que mon beau-père, Gary, lisait le journal. Tous les deux étaient restés silencieux, alors que je portais ma robe de diplômé jusqu'à la voiture. La cérémonie s'était bien passée, tout à fait classique. J'avais traversé la scène, accepté mon diplôme, et souri pour la photo obligatoire. Ma famille n'avait pas applaudi. Derek et ma petite sœur, Madison, étaient restés sur leur téléphone. Gary avait bâillé. Maman avait tapé dans ses mains 2 fois. Ce petit applaudissement poli, du bout des doigts, que l'on accorde à la performance d'un inconnu. Plus tard, sur le parking, elle m'avait tendu le sac à dos. « Qu'est-ce que c'est ?» avais-je demandé. « Tes affaires ?» avait répondu maman, en cherchant ses clés dans son sac à main. On s'est dit qu'il était temps. Temps. Temps pourquoi? Gary avait répondu, sans lever les yeux de son téléphone, « Tu as 18 ans maintenant, Vicky. Tu es une adulte aux yeux de la loi. Il est temps de faire ton propre chemin. » Mais les mots s'étaient emmêlés dans ma gorge. J'allais à l'université communautaire. Nous en avions parlé. J'étais censé vivre à la maison, et... Les plans changent. Maman avait ouvert son portefeuille, et compté les billets, avec le même soin qu'elle mettait à laisser un pourboire au restaurant. Elle les avait pressés dans ma main. Bonne chance là dehors. Madison avait carrément ri. Je parie qu'elle reviendra en rampant d'ici mardi. Non, elle ne le fera pas, avait dit Derek. Je change les serrures demain. Je les ai déjà commandées sur Amazon. Ils étaient partis en voiture. Aussi simple que ça. Ils m'avaient laissé planter là, sur le parking du lycée Lincoln, dans ma robe de diplômé et mes talons bon marché, tenant un sac à dos que je n'avais jamais vu de ma vie, avec 69 € en liquide. Un professeur m'avait trouvé, 1 heure plus tard, toujours debout au même endroit. Madame Patterson, ma prof d'anglais. Elle m'avait conduite à la gare routière, m'avait glissé un billet de 20 € supplémentaires dans la main, malgré mes protestations, et avait noté son numéro de téléphone sur un bout de papier. « Tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit », avait-elle dit. Absolument n'importe quoi. Tu es une fille intelligente, Vicky. Ne laisse pas ça te briser. Le souvenir s'est estompé quand le bus a heurté un nid de poule, me ramenant brutalement au présent. J'ai ouvert la fermeture éclair du sac à dos, pour faire l'inventaire pour la 3e fois. 2 paires de jeans, toutes les 2 trop petites. 3 t-shirts, dont aucun n'était à moi. Un flacon de shampoing format voyage. Une brosse à dents encore dans son emballage. Pas de chargeur de téléphone, pas de médicaments, pas de tampons, pas de chaussettes, et aucun sous-vêtement en dehors de ce que je portais. Il m'avait donné les affaires d'un inconnu, des rebuts, et des objets oubliés. J'avais 89 € au total, maintenant, avec la contribution de Madame Patterson. Je me dirigeais vers Dallas, parce que c'était le billet le moins cher,
et parce que j'avais entendu dire que les grandes villes offraient des opportunités. Quelles opportunités? Je n'en avais aucune idée. Mon plan ne s'étendait pas plus loin que les 8 prochaines heures. La première nuit, j'ai dormi dans la gare routière. La sécurité m'a réveillé à 3 heures du matin, et m'a dit de circuler. J'ai marché jusqu'à l'aube, et, quand un dîner a ouvert, j'ai commandé la chose la moins chère du menu. 2 œufs et des toasts, pour 1,99 €. La serveuse avait peut-être 60 ans, avec ce genre de visage buriné, qui en dit long sur les années difficiles et les cigarettes. Son badge indiquait Doris. Tu fuis quelque chose, ou tu cours vers quelque chose, a-t-elle demandé, tout en remplissant mon verre d'eau. Est-ce que ça a de l'importance? Peut-être bien. Elle m'a étudié, avec des yeux perspicaces. Tu as ce regard. Je l'ai déjà vu, sur ma propre fille. Je n'ai pas répondu. Elle n'a pas insisté. Mais, quand je suis parti, elle m'a suivi dehors. On a besoin de quelqu'un à la plonge, a dit Doris. Payé au salaire minimum. En liquide, sous la table, vu que tu as l'air de ne pas encore avoir tes papiers en règle. Tu peux commencer ce soir, si tu veux. Il y a une chambre, au-dessus de l'entrepôt, à l'arrière. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un lit, et une porte qui se verrouille. La chambre était, en gros, un placard avec des folies de grandeur, un matelas simple sur un cadre métallique, une plaque chauffante, et un mini-réfrigérateur qui bourdonnait comme une abeille en colère. La salle de bain était partagée avec l'entrepôt, ce qui signifiait qu'il fallait se faufiler entre des conserves industrielles de sauce tomate pour se doucher. Mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui m'appartenait entièrement. Je faisais le service de nuit, de 22 h à 6 h du matin, à récurer des casseroles, jusqu'à ce que mes mains craquent et saignent. Pendant la journée, je me suis inscrite à l'université communautaire, en utilisant des aides financières, et une bourse pour les jeunes sans-abri, que le conseiller m'avait aidé à demander. Administration des affaires. Ça semblait pratique et ennuyeux, exactement le genre de choses qui mènent à des salaires réguliers. La première année a été brutale. Je m'endormais en classe, et je me réveillais en sursaut quand ma tête heurtait le bureau. Mes notes en ont souffert. Je vivais des restes du dîner, et des ramen les moins chers de l'épicerie du coin. Mon téléphone a rendu l'âme, et je n'avais pas les moyens de le remplacer. Ce qui signifiait, pas de réseaux sociaux, et aucune connexion avec le monde que j'avais laissé derrière moi. Parfois, je me demandais si ma famille pensait à moi, si maman se réveillait un jour, en ressentant quelque chose qui ressemblait à du regret. Probablement pas. L'hiver est arrivé tôt, cette année-là. Novembre a apporté des tempêtes de glace, qui ont coupé le courant dans la moitié de la ville. L'entrepôt n'avait pas de chauffage, à l'exception de la plaque chauffante, que j'étais terrifié à l'idée de laisser allumer pendant mon sommeil. J'empilais chaque vêtement que je possédais, et je me réveillais quand même en tremblant, mon souffle visible dans l'air glacial. Au cours d'une de ces semaines glaciales, je suis tombé malade. Vraiment malade. Une fièvre grimpant à 39 degrés, et une toux qui me donnait l'impression d'avoir du verre brisé dans les poumons. Je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail, ni les cours, alors j'ai tenu bon. Doris m'a trouvé évanoui, dans l'évier de la plonge, la 3e nuit. Elle m'a conduite aux urgences elle-même, et resté pendant qu'il me diagnostiquait une pneumonie, et a payé la facture, quand j'ai commencé à pleurer parce que je n'en avais pas les moyens. Tu me rembourseras quand tu seras une femme d'affaires chic, m'avait-elle dit, en me tapotant la main. Cette gentillesse, de la part d'une quasi-inconnue, a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré pendant 2 heures, dans ce lit d'hôpital. Pas de douleur, mais de la prise de conscience qu'une femme, qui me connaissait depuis à peine 5 mois, se souciait plus de ma survie que les personnes qui m'avaient élevé. Doris a réduit mes horaires au seul week-end, après ça, en insistant pour que je me concentre sur mes études. Tu es trop intelligente pour faire la vaisselle toute ta vie, m'avait-elle dit. Ce n'est que ton point de départ, pas ta destination. Ces mots sont devenus mon mantra. Point de départ, pas destination. Au semestre de printemps, j'avais trouvé un rythme. Les cours le jour, les révisions à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, et le travail le week-end. J'ai appris à survivre avec 5 heures de sommeil. J'ai appris quels distributeurs automatiques crachaient parfois des snacks gratuits, si on tapait dessus au bon endroit. J'ai appris que le centre étudiant gérait une banque alimentaire, qui ne posait aucune question.
La fierté avait failli me tuer, lors de ce premier hiver. Après la pneumonie, j'ai arrêté d'être fier. S'il y avait de la nourriture gratuite, je la prenais. S'il y avait une collecte de manteaux, j'y allais. Si quelqu'un m'offrait de l'aide, je l'acceptais. La conseillère du campus, une femme nommée Dr Martinez, m'a convoqué dans son bureau en mars. Je pensais avoir des problèmes. Au lieu de cela, elle m'a parlé d'une bourse, spécialement conçue pour les étudiants sans abri, ou en situation de précarité de logement. C'est 5 000 €, m'a-t-elle dit. Vous y avez droit. J'ai une chambre, ai-je protesté. Au-dessus d'un entrepôt, sans chauffage, en gagnant 7,25 € de l'heure. Elle a glissé le formulaire de candidature sur son bureau, vers moi. Vicky, il n'y a aucune noblesse dans la souffrance. Accepte l'aide. J'ai obtenu la bourse, et je l'ai utilisée pour acheter une voiture d'occasion. Une Honda Civic de 1998, avec 180 000 miles au compteur, et une portière passager qui coinçait. Cette voiture, c'était la liberté. Soudainement, je pouvais travailler de jour, dans un autre restaurant, qui payait mieux. Je pouvais conduire jusqu'à des entretiens d'embauche, sans dépendre du réseau de bus peu fiable. Je pouvais garder mes courses dans le coffre, sans craindre que le mini-réfrigérateur ne rende l'âme. De petites victoires, mais elles s'accumulaient. Le professeur Chen a remarqué que je m'endormais dans son cours de comptabilité. La 3e fois que c'est arrivé, il m'a demandé de rester à la fin. « Vous travaillez de nuit ?» a-t-il demandé. « Oui, monsieur. » Où ? Je lui ai parlé du dîner, de Doris, et de ma vie dans la chambre, au-dessus de l'entrepôt. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel, d'après mon expérience. La plupart des gens attendaient juste leur tour pour parler. J'ai besoin d'une assistante de recherche, a-t-il finalement dit. 15 heures par semaine, horaire flexible, payé 12 € de l'heure. C'est surtout de la saisie de données, et de l'organisation de dossiers. Vous pensez pouvoir gérer ça? Ça ressemblait à un piège. Les bonnes choses n'arrivaient jamais par hasard. Mais j'ai pris le poste quand même, et le professeur Chen a tenu parole. Le travail était exactement comme il l'avait décrit, ennuyeux, méthodique, mais heureusement, sans aucun drame. Avec l'argent supplémentaire, j'ai acheté un ordinateur portable d'occasion, et j'ai quitté le service de nuit au dîner. Bien que Doris m'ait laissé garder la chambre, pour un loyer réduit. J'ai commencé à dormir à des heures normales. Mes notes se sont améliorées. À la fin de ma 2e année, j'étais sur la liste d'honneur du doyen. Vous devriez postuler au programme de stage, a dit le professeur Chen. Le Stevenson Financial Group prend 2 étudiants chaque été, et paie 20 € de l'heure. Je ne suis pas qualifié. Laissez-les en décider. L'entretien a eu lieu dans un gratte-ciel du centre-ville, tout en verre et en acier, avec ce genre de climatisation agressive, qui donne envie de porter un pull en plein mois de juillet. La recruteuse était une femme nommée Jennifer Walsh. Une 30aine d'années, vêtue d'un tailleur impeccable, et armée de questions encore plus tranchantes. « Pourquoi voulez-vous travailler dans la finance ?» a-t-elle demandé. La réponse honnête était que je voulais de la stabilité, de l'argent, et ce genre de sécurité qui garantissait de ne plus jamais être abandonné à un arrêt de bus. Mais ce n'était pas ce qu'on disait lors des entretiens. Je m'intéresse aux mécanismes qui guident les décisions économiques, ai-je répondu à la place. Comment l'allocation des capitaux affecte tout, de la vie des individus aux marchés mondiaux. C'est une réponse très travaillée, a souri Jennifer. Maintenant, donnez-moi la vraie raison. C'était peut-être l'épuisement. J'étais peut-être fatigué de faire semblant. Je veux ne plus jamais être pauvre. Là, on avance. Elle s'est adossée à sa chaise. Parlez-moi d'une fois où vous avez échoué. Je lui ai parlé du premier semestre, de la fois où je m'étais endormi en cours, de mon dé en microéconomie, et de la façon dont je m'étais battu, bec et ongle, pour remonter la pente. Jennifer m'a embauché sur le champ. Le stage a tout changé. Je ne faisais pas que classer des papiers, ou saisir des données. Ils m'ont fait analyser des portefeuilles d'investissement, construire des modèles financiers, et assister aux réunions avec les clients. L'un des associés principaux, Marcus Stevenson en personne, s'est intéressé à mon travail. Vous avez de l'instinct, a-t-il dit, après que j'ai repéré une erreur, dans la stratégie fiscale d'un client, qui lui aurait coûté un montant à 6 chiffres.
Vous avez déjà pensé à rester avec nous, après l'obtention de votre diplôme? Il me reste encore 2 ans d'études. On peut s'arranger. Le bureau est devenu ma deuxième maison. J'arrivais à 7 heures du matin, et je repartais à minuit, m'imprégnant de tout ce que je pouvais apprendre. Marcus a commencé à m'inviter à des réunions plus importantes, me présentant aux clients comme l'une de nos étoiles montantes. Les autres stagiaires m'en voulaient. Je m'en fichais. Ils avaient des filets de sécurité, de l'argent de famille, et des appartements payés par leurs parents. Moi, je n'avais rien, à part ce que je pouvais construire moi-même. L'un de ses clients était une femme nommée Patricia Hulbrook. Une 60aine d'années, et tranchante comme une lame. Elle avait bâti une chaîne de cliniques médicales en partant de zéro, et les avait vendues pour une somme à 8 chiffres. Lors d'une réunion d'évaluation de portefeuille, elle m'avait demandé directement ce que je pensais de la répartition de ses actifs. Marcus avait paru nerveux. D'habitude, les clients ne demandaient pas leur avis aux stagiaires. Trop prudente, avais-je répondu. Vous êtes positionné comme quelqu'un qui a besoin de cet argent, mais ce n'est pas votre cas. Avec votre horizon de placement, et votre tolérance au risque, vous pourriez vous permettre d'être plus agressive, sur les marchés émergents. Le silence s'était abattu sur la pièce. Patricia m'avait dévisagé pendant ce qui m'avait semblé être une heure. Puis, elle avait éclaté de rire. Je l'aime bien. Elle est honnête. Après la réunion, Patricia m'a prise à part. Quel âge avez-vous? 20 ans. Et vous travaillez combien d'heures par semaine? Entre les cours et ici, peut-être 70. Elle m'a observé, avec des yeux qui semblaient voir clair, à travers ma façade professionnelle. Vous avez cette faim, ce désespoir. Je le reconnais, parce que je l'ai eu, moi aussi. Elle m'a tendu sa carte de visite. Si jamais vous voulez un conseil, ou juste parler à quelqu'un qui a été à votre place, appelez-moi. Patricia est devenue un mentor inattendu. Nous nous retrouvions pour prendre un café une fois par mois, et elle me racontait la création de son entreprise, le sexisme auquel elle avait fait face, et les erreurs qu'elle avait commises. Elle ne m'a jamais interrogé sur ma famille, mais, d'une certaine façon, je savais qu'elle avait compris que j'étais seul. Les gens qui te sous-estiment, m'avait-elle dit un jour, te donnent un avantage. Laisse-les penser que tu es chanceuse, ou inexpérimentée. Ensuite, prouve-leur qu'ils ont tort, de manière si absolue qu'ils ne pourront plus le nier. C'est devenu ma stratégie. Je travaillais plus dur que n'importe qui, je parlais moins, et je livrais des résultats qui parlaient d'eux-mêmes. Pendant ma 3e année d'université, Marcus m'a confié un projet que tous les autres avaient refusé. Le fondateur d'une start-up, qui voulait restructurer la répartition du capital de son entreprise. C'était un cauchemar. Des implications fiscales complexes, des disputes entre fondateurs. Le genre de dossier qui pouvait vous exploser au visage, et ruiner votre réputation. Pourquoi moi, avais-je demandé? Parce que vous n'abandonnerez pas avant d'avoir trouvé la solution, avait répondu Marcus. Et parce que, si vous réussissez ce coup-là, vous prouverez que vous êtes capable de tout gérer. Il avait raison. J'ai passé 6 semaines à vivre pratiquement au bureau, à construire des modèles, et à tester des scénarios. Le fondateur était difficile, capricieux, et convaincu d'en savoir plus que tout le monde. J'avais appris à le laisser tourner en rond dans ses discours, pour ensuite, calmement, lui montrer les chiffres. Au bout du compte, la restructuration lui a fait économiser 3 millions d'euros en impôts, et a résolu le conflit sur les parts. Le fondateur nous a recommandé à 4 autres PDG de start-up. Marcus m'a accordé une prime, d'un montant supérieur à ce que j'avais gagné, durant toute ma première année à Dallas. C'est un travail digne d'un futur associé, avait-il dit. Continuez comme ça. Ces mots, futur associé, sont devenus mon étoile du berger. Chaque projet, chaque réunion avec un client, chaque nuit blanche, n'était qu'une étape de plus vers cet objectif, vers cette sécurité que personne ne pourrait m'enlever. Ils m'ont offert un poste à temps partiel, avec un salaire à temps plein, à condition que je maintienne mes notes. Le piège, c'est que je devais m'engager à travailler pour eux, pendant au moins 3 ans, après l'obtention de mon diplôme. C'était une évidence. J'ai signé le contrat l'après-midi même. Les 2 années suivantes se sont confondues. Les cours le jour, le travail les soirs et les week-ends. J'ai obtenu mon diplôme en finance, avec la mention summa cum laude.
Stevenson Financial m'a nommé analyste junior. Le salaire était de 70 000 € par an, bien plus d'argent que ce que mon beau-père avait gagné au cours de sa meilleure année. J'ai emménagé dans un vrai appartement. Un 2 pièces, mais il avait une cuisine équipée, et une salle de bain qui m'appartenait entièrement. J'ai acheté de nouveaux vêtements, le genre que l'on porte pour les réunions clients. Je me suis fait couper les cheveux dans un vrai salon de coiffure, au lieu de la chaîne Bon Marché près du campus, et j'ai ouvert un compte épargne-retraite. À 24 ans, après avoir fait mes preuves sur plusieurs comptes à enjeux élevés, je gagnais un salaire à 6 chiffres. À 25 ans, ils m'ont promu analyste senior. À 27 ans, Marcus a fait de moi une associée, la plus jeune de l'histoire du cabinet. Vous avez faim, avait dit Marcus. Vous avez cette flamme. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Ça ne s'apprend pas. Il avait peut-être raison. Le fait d'avoir été abandonné à un arrêt de bus, avait peut-être consumé quelque chose en moi, ne laissant intactes que les parties qui savaient comment survivre. J'ai acheté une maison. Rien de fou, mais elle était à moi. 3 chambres, dans un bon quartier, avec des arbres bordant les rues. J'ai engagé un conseiller financier, pour gérer mes propres investissements, et j'ai bâti un portefeuille générant des revenus passifs. À 30 ans, ma valeur nette avait dépassé les 2 millions d'euros. Le processus de recherche de maison avait été surréaliste. L'agent immobilier, une femme enjouée nommée Stéphanie, n'arrêtait pas de me montrer des biens, et de me parler de première maison, ou de constituer un patrimoine pour ma future famille. Elle avait supposé que j'étais marié, ou, au moins, dans une relation sérieuse. Il n'y a que moi, avais-je précisé. Oh, eh bien, vous préférerez peut-être quelque chose de plus petit, alors. Ces maisons à 3 chambres sont vraiment plus adaptées pour. Je la prends, avais-je dit, debout au milieu du salon vide. Je veux celle-ci. Elle avait cligné des yeux. Vous ne voulez pas y réfléchir? Voir quelques propriétés de plus? Non, c'est la bonne. Ce que je ne lui avais pas dit, c'est que j'avais besoin de ces chambres supplémentaires. Pas pour des enfants, ni pour un conjoint, mais parce que je n'arrivais pas à me débarrasser de ma peur des petits espaces. L'entrepôt au-dessus du dîner avait laissé des traces. J'avais besoin d'espace pour respirer, de place pour bouger. Et de l'assurance de ne pas être piégé. La chambre principale est devenue la mienne. La deuxième a été transformée en bureau. La troisième est restée vide pendant 2 ans, avant que je ne la meuble enfin comme chambre d'amis, bien que je n'ai jamais eu d'invité. Patricia est venue au dîner de pendaison de crémaillère que j'ai organisé. Il n'y avait qu'elle, Marcus, Doris, et le professeur Chen. 4 personnes, qui m'avaient vu au plus bas, et qui m'avaient aidé à remonter la pente. Regarde-toi, avait dit Doris, les larmes aux yeux, en parcourant la maison. Je savais que tu y arriverais, ma chérie. Je le savais. Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré, je m'étais assise sur mon patio arrière, et j'avais pleuré. Pas de tristesse, mais sous le poids écrasant d'avoir réussi. D'être en sécurité, d'avoir une porte qui se verrouillait, un lit à moi, et de la nourriture dans le réfrigérateur. La fille qui avait dormi dans une gare routière, n'aurait jamais cru que c'était possible. Mais le succès s'accompagnait de ses propres complications. Les rencontres amoureuses étaient un désastre. Soit les hommes se sentaient intimidés par ma carrière, soit ils partaient du principe que je serais leur sugar mama. J'ai essayé, sincèrement essayé, de créer des liens, mais la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Chaque fois que quelqu'un s'approchait, j'attendais le retour de bâton. J'attendais qu'ils révèlent qu'ils voulaient quelque chose de moi, que leur affection était soumise à des conditions. Une thérapeute que j'avais commencé à voir, le docteur Robertson, recommandé par Patricia, me l'a fait remarquer avec douceur. Vous attendez que les gens vous abandonnent, m'avait-elle dit, parce que c'est ce qu'on vous a appris que la famille faisait. Mais je n'ai pas tort, n'est-ce pas, avais-je rétorqué. Les gens finissent bien par partir. Certains, oui, mais pas tous. Et, en gardant tout le monde à distance, vous les abandonnez en premier. Ça m'avait piqué, parce que c'était vrai. J'avais érigé des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. C'était plus sûr comme ça. Plus solitaire, mais plus sûr. Le travail est devenu ma seule relation. J'y ai tout investi. Mon temps, mon énergie, mon identité.
Les clients m'adoraient, parce que j'étais disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jamais distraite par des obligations familiales, ou des drames personnels. Mes collègues me respectaient, parce que j'obtenais des résultats. Marcus comptait sur moi, parce que je ne disais jamais non. C'était suffisant. Ça devait l'être. Pour mon 30e anniversaire, je concluais un marché à San Francisco. Pas de gâteau, pas de célébration. Juste une salle de conférence, et une session de négociation de 16 heures. Nous avons finalisé le contrat à 23 heures. Le client a insisté pour prendre un verre afin de fêter ça, alors nous sommes allés dans un bar huppé, où les cocktails coûtaient 20 euros. Je m'étais excusé pour aller aux toilettes, et j'étais resté là, à regarder mon reflet dans le miroir. Un tailleur hors de prix, un maquillage parfait, cette allure impeccable, qui venait avec l'argent, le temps et le réseau. J'avais l'air d'avoir réussi. J'avais l'air puissante. J'avais l'air complètement seul. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Patricia. Joyeux anniversaire, ma grande. Fier de toi. Déjeunons ensemble la semaine prochaine. Ce simple message m'a fait pleurer, dans les toilettes de San Francisco, pendant que mon client m'attendait au bar. 30 ans, millionnaire grâce à mon propre travail, et la seule personne qui s'était souvenue de mon anniversaire, était un mentor, que j'avais rencontré par le biais du travail. C'est là que la première fissure est apparue dans mon armure. La prise de conscience que, peut-être, juste peut-être, le succès en lui-même ne suffisait pas. Et à travers tout ça, je n'avais pas contacté ma famille une seule fois. Je ne les avais jamais cherchés sur les réseaux sociaux, je n'étais jamais retourné en Oklahoma, et je n'avais jamais envoyé de carte de Noël. Ils m'avaient effacé. Je leur avais rendu l'appareil. Mais je pensais à eux, tard la nuit, quand la maison était trop calme. Je me demandais ce qu'ils faisaient, si Derek s'était un jour senti coupable, si Madison avait grandi pour devenir quelqu'un de moins cruel, si maman avait un jour, ne serait-ce qu'une fois, mentionné mon nom. L'invitation est arrivée, un mardi de juillet. Elle avait été transférée depuis une ancienne adresse email, que je n'avais pas utilisée depuis des années. L'objet indiquait « Réunion de la famille Baker, le 27 juillet. Tout le monde est le bienvenu. » Le nom de jeune fille de ma mère était Baker. Sa famille organisait une réunion, tous les 5 ans, dans la propriété de ses parents, à l'extérieur de Tulsa. J'avais assisté à exactement 2 d'entre elles, avant qu'ils ne m'abandonnent, une fois à 8 ans, et une autre à 13 ans. L'email était joyeux, presque de manière agressive. Un déjeuner participatif, une baignade dans l'étang. Prenez des nouvelles des cousins que vous n'avez pas vus depuis des années. Il y avait une section pour le nombre d'invités, demandant aux gens de confirmer leur présence, en indiquant combien ils seraient. J'ai fixé cet email pendant 3 jours. Le plus intelligent serait de le supprimer, de passer à autre chose. J'avais construit une belle vie, une vie couronnée de succès. Y retourner ne servait à rien, si ce n'est à rouvrir d'anciennes blessures. Mais quelque chose d'amer et de vindicatif murmurait, dans un coin de mon esprit. Il m'avait jeté comme un déchet, m'avait laissé sans rien, et en avait ri. Je voulais qu'il voie ce que j'étais devenu. Alors, j'ai répondu que je serais présente. Je n'ai pas inclus de nom. La réunion avait lieu dans 3 semaines. Largement le temps de planifier. J'ai appelé le service de voitures de luxe de Tulsa, j'ai réservé une limousine et un chauffeur pour la journée, et j'ai pris une chambre dans le plus bel hôtel du centre-ville. J'ai acheté une nouvelle tenue, quelque chose qui murmurait la richesse, sans pour autant le crier, un tailleur pantalon en lin crème, qui avait coûté 800 €, et qui, d'une certaine façon, paraissait à la fois décontracté et hors de prix. Le matin de la réunion, je me suis réveillé à l'hôtel à 6 heures du matin, trop nerveuse pour dormir. J'ai passé 2 heures à me coiffer et à me maquiller, visant ce genre de perfection polie, qui ne s'obtient qu'avec des soins professionnels. Mes cheveux, plus longs désormais et parfaitement colorés, tombaient en vagues lisses. Mes ongles étaient manucurés. J'avais l'air d'avoir ma place en couverture d'un magazine d'affaires. La limousine est arrivée à 11 heures tapantes. Le chauffeur, un homme nommé James, au visage bienveillant et au professionnalisme impeccable, m'a tenu la porte. « Où va-t-on, madame ?» Je lui ai donné l'adresse. La propriété de la famille Baker était exactement comme dans mes souvenirs. 15 acres de broussailles de l'Oklahoma, avec un étang, une grange qui penchait légèrement sur la gauche,
et une maison qui était déjà vieille lorsque mes grands-parents l'avaient achetée, dans les années 70. Des voitures bordaient la longue allée. Des pick-up, des monospaces, et quelques berlines recouvertes de poussière. La limousine s'est glissée devant eux, comme un requin au milieu des menées. J'avais calculé mon arrivée pour midi, pile au moment où tout le monde se rassemblerait pour le déjeuner. Visibilité maximale. James s'est garé près de la maison. À travers les vitres teintées, je pouvais voir les gens s'arrêter au beau milieu de leur conversation, et se retourner pour dévisager le véhicule. La limousine était noire, élégante, et si manifestement chère, qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir des signes de euro peints sur les portières. « Souhaitez-vous que je patiente ici ?» a demandé James. « Je vous en prie, ça ne devrait pas être long. » Il a ouvert ma portière. Je suis sorti, dans la chaleur de l'Oklahoma, reconnaissante pour les lunettes de soleil qui cachaient mes yeux. Mes talons se sont légèrement enfoncés dans l'herbe. La foule s'était tue. Peut-être qu'une quarantaine de personnes étaient dispersées sur la pelouse, des assiettes en carton à la main. Les enfants couraient entre les tables de pique-nique, et tous me fixaient du regard. J'ai marché vers le groupe principal, près des tables de nourriture. Ma grand-mère, voûtée par l'âge mais toujours l'œil vif, se tenait à côté d'une femme que je ne reconnaissais pas. Ma tante Carole était là, ainsi que mon oncle Pete, et une poignée de cousins dont j'avais oublié les noms. Et, au centre de tout cela, se trouvaient ma mère et Gary. Maman avait pris du poids, son visage était plus rond que dans mes souvenirs. Les cheveux de Gary étaient devenus gris. Derek se tenait à côté d'eux, avec une femme et 2 enfants à ses côtés. Madison était là aussi, faisant défiler l'écran de son téléphone, avec la même expression d'ennui qu'elle affichait lors de ma remise de diplôme. Personne ne m'a reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? La fille qu'ils avaient abandonnée était douce, avec ses rondeurs d'enfant, et portait une robe bon marché, ainsi qu'un maquillage encore plus bas de gamme. La femme qui s'avançait vers eux, avait l'air de sortir tout droit d'une salle de conseil d'administration. Je me suis arrêté à environ 3 mètres, et j'ai retiré mes lunettes de soleil. « Salut, maman. » La reconnaissance est apparue lentement. Les yeux de maman se sont écarquillés. Elle a carrément fait un pas en arrière. Vicky. Les conversations autour de nous se sont éteintes. Tout le monde nous regardait, maintenant. Surprise, j'ai souri. J'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais passer faire un tour. Tu. Maman semblait chercher ses mots. Tu as l'air différente. 13 ans, ça fait cet effet-là. Derek a retrouvé la parole. Qu'est-ce que tu fais ici? Une réunion de famille. J'ai fait un geste vers la foule. C'est ce que disait l'invitation, tout le monde est le bienvenu. Tu n'étais pas invité, a lâché Madison, levant enfin les yeux de son téléphone. En fait, l'email disait de tout le monde. C'est plutôt inclusif. Je me suis tourné vers Gary. Comment allez-vous, Gary? Vous lisez toujours le journal, tous les matins. Il n'a pas répondu. Son visage avait pris une intéressante nuance de rouge. Ma grand-mère s'est avancée en poussant son déambulateur, produisant des bruits sourds sur l'herbe. Vicky, est-ce vraiment toi? Salut, grand-mère. Seigneur, mon enfant, où étais-tu passé? À Dallas, principalement. J'ai construit ma carrière. J'ai gardé un ton léger, très conversationnel. Je travaille dans la finance, je suis associé dans une société d'investissement. Associé. La voix de maman est sortie étranglée. La plus jeune de l'histoire de l'entreprise, en fait. J'ai laissé l'information infuser un instant. Ces 13 années ont été bonnes. Difficiles au début, évidemment. La première nuit, dormir dans la gare routière, c'était rude, mais les choses se sont améliorées. Gare routière? Tante Carole nous avait rejoints, maintenant. De quoi parle-t-elle, Linda? Le visage de maman était livide. Nous n'avons pas. Bien sûr que si. Je me suis adressé à la foule, en portant un peu plus ma voix, pour que tout le monde puisse entendre. Voyez-vous, ma famille ici présente, m'a déposé à un arrêt de bus, juste après ma remise de diplôme du lycée. Ils m'ont donné 69 € et un sac à dos rempli des vieux vêtements de quelqu'un d'autre. Maman a dit, bonne chance là dehors,
et ils sont partis en voiture. Ça a vraiment forgé le caractère. Le silence était absolu. L'enfant de quelqu'un a commencé à pleurer, et a été rapidement fait taire. Tu mens, a dit Derek, mais sa voix manquait de conviction. Ah bon? J'ai penché la tête sur le côté. Combien as-tu payé, pour ces nouvelles serrures, qui t'excitaient tant? Celles que tu avais commandées sur Amazon, tout spécialement pour que je ne puisse pas rentrer à la maison. Son visage a répondu pour lui. Madison était devenue pâle. Nous ne pensions pas. Vous ne pensiez pas quoi? Que j'allais survivre? Que j'allais faire quelque chose de ma vie? Je les ai regardés chacun à leur tour. Ou alors, vous ne pensiez pas du tout? Attends un peu. Gary s'est avancé, essayant de récupérer une once d'autorité. Tu fais sonner ça comme si c'était pire que la réalité. Nous t'avons donné de l'argent. Nous. 69 €, pour une jeune fille de 18 ans, sans téléphone, sans emploi, sans endroit où vivre. J'ai souri. Vous savez ce qu'on peut s'offrir avec ça? Environ 2 semaines de ramen, si on fait très attention. Le déambulateur de grand-mère a de nouveau claqué au sol. Linda, a-t-elle dit sèchement. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Maman a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Nous pensions qu'elle se débrouillerait, a-t-elle murmuré. Elle a toujours été tellement indépendante. Indépendante. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. J'avais 17 ans, j'étais encore au lycée. Vous m'avez regardé traverser cette scène de remise de diplôme, et ensuite, vous m'avez abandonné sur un parking. Tu fais un drame pour rien, a dit Madison, mais elle n'osait pas croiser mon regard. Tu sais ce qui est dramatique, ai-je demandé. Dormir dans un dîner ouvert 24 heures sur 24, parce qu'on n'a nulle part d'autre où aller. Faire les services de nuit, à laver la vaisselle, jusqu'à ce que tes mains saignent. Vivre dans un entrepôt, et manger des restes pendant 1 an. J'ai fait une pause. Mais tu as raison. Je devrais probablement vous remercier. Ça a attiré leur attention. Nous remercier? Maman avait l'air perdue. Absolument. Être abandonné a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça m'a appris que je ne pouvais compter sur personne. Que le sang ne veut rien dire. Que la seule personne à qui je pouvais faire confiance, c'était moi-même. J'ai fait un geste vers la limousine. Alors, oui, merci pour la leçon de vie. Tu ne peux pas juste te pointer ici, après 13 ans, et a commencé Derek. Et quoi? Vous embarrassez? J'ai ri. Je ne suis pas ici pour une réconciliation. Je ne suis pas là pour pardonner, pour oublier, ou pour jouer à la famille heureuse. Je suis ici parce que je voulais que vous voyiez, très exactement, ce que vous avez jeté aux ordures. Oncle Pet s'est raclé la gorge. Peut-être qu'on devrait tous se calmer. Je suis calme. J'ai regardé ma mère. Avez-vous pensé à moi, ne serait-ce qu'une fois? Elle n'a pas répondu. Le silence s'est étiré. C'est bien ce que je pensais. J'ai remis mes lunettes de soleil. Profitez bien de votre réunion. La salade de pommes de terre a l'air excellente. Je me suis tourné pour partir. La voix de grand-mère m'a arrêté. Vicky, attends. J'ai regardé en arrière. Elle s'était rapprochée, son déambulateur stable malgré son âge. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. Si j'avais su ce qu'ils avaient fait, j'aurais. Elle a secoué la tête. Je suis désolé, mon cœur. Tu mérites tellement mieux. Quelque chose, dans ma poitrine, s'est relâché très légèrement. Merci, grand-mère. Tu as dit que tu étais à Dallas. Oui, madame. Elle a fouillé dans son sac à main, en a sorti un stylo et un vieux reçu, puis a griffonné quelque chose avec des mains tremblantes. Voici mon numéro. Appelle-moi un de ces jours, si tu en as envie. J'ai pris le papier, je l'ai plié soigneusement, et je l'ai glissé dans ma poche. Je le ferai. Retourner à la limousine a été comme marcher les 30 mètres les plus longs de ma vie. Je pouvais sentir leurs yeux braqués sur mon dos. Je pouvais entendre l'explosion de conversations chuchotées, qui commençait derrière moi. James m'a ouvert la porte, sans dire un mot. Je me suis glissé sur la banquette arrière, et la porte s'est refermée,
étouffant le chaos extérieur. Où va-t-on? A-t-il demandé. À l'aéroport, s'il vous plaît. La limousine a glissé le long de l'allée. Par la lunette arrière, j'ai regardé ma famille rétrécir, de plus en plus loin. Maman se tenait figée, tenant toujours son assiette en carton. Derek se disputait avec quelqu'un. Madison avait sorti son téléphone, en train, sans doute, d'écrire à ses amis, pour leur raconter le drame. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Madame Patterson, mon ancienne professeure d'anglais. Nous étions restés en contact au fil des années, échangeant des messages occasionnels, et nous retrouvant pour un café annuel, quand j'étais de passage en ville. J'ai entendu dire que tu étais de retour en Oklahoma. Tout va bien? J'ai tapé ma réponse. Oui, je règle juste de vieilles affaires. Je rentre à Dallas, maintenant. Fier de toi, gamine. Tu as drôlement bien tourné. La tension, dans ma poitrine, s'est apaisée encore un peu plus. La limousine a tourné sur la route principale, laissant la propriété des Baker derrière elle. J'ai repensé au visage de ma mère, lorsqu'elle m'avait reconnu. Le choc, la honte, et la prise de conscience naissante, du fait qu'elle avait commis une terrible erreur. La colère défensive de Derek. La culpabilité pâle de Madison. J'avais voulu qu'ils ressentent quelque chose, qu'ils comprennent ce que leurs actes leur avaient coûté, à eux comme à moi. Mission accomplie, je suppose. Mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai envisagé de l'ignorer, puis j'ai répondu. Vicky? La voix de grand-mère a résonné au bout du fil. J'ai récupéré ton numéro dans l'email de réponse. J'espère que ça ne te dérange pas. C'est très bien, grand-mère. Je pensais ce que j'ai dit, à propos du fait que je ne savais pas. Ta mère nous avait dit que tu étais parti faire des études, loin d'ici. Nous avons pensé. Elle a soupiré. Nous avons pensé que tu voulais juste prendre tes distances. Nous ne connaissions pas la vérité. Ce n'est pas ta faute. Peut-être pas, mais j'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû prendre de tes nouvelles. Une pause. Ton grand-père est mort il y a 3 ans. Il aurait voulu te voir. Le regret, dans sa voix, était sincère. Ça faisait mal, d'une manière différente du silence de ma mère. Je suis désolé d'avoir manqué les funérailles. Tu ne savais pas. Comment aurais-tu pu le savoir? Une autre pause. Cette limousine. Tu vas vraiment bien? Oui, grand-mère. Je vais vraiment bien. Bien. C'est bien. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Ta mère a honte, tu sais. Elle ne l'admettra pas, mais je peux le voir. Ce qu'ils ont fait, ce n'était pas juste. Je ne lui chercherai pas d'excuses. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'avais juste besoin qu'il voie que j'ai réussi, malgré tout. Et tu as réussi. Seigneur, oui, tu as réussi. Elle a ri, un son sec, comme un froissement de papier. Associé dans une société d'investissement. Ton grand-père aurait été fou de joie. Nous avons parlé encore quelques minutes. Elle m'a donné des nouvelles de cousins dont je me souvenais à peine. Elle m'a posé des questions sur ma vie à Dallas, et m'a fait promettre de venir lui rendre visite, à elle en particulier, la prochaine fois que je serai en Oklahoma. J'ai accepté, et j'étais sincère. Grand-mère avait toujours été gentille, de cette manière distante, propre aux parents âgés que vous ne voyez que 2 fois par décennie. Quand nous avons raccroché, je me suis sentie plus légère, d'une certaine façon. Comme si j'avais refermé une porte, qui était restée grande ouverte pendant 13 ans. L'horizon de Dallas est apparu au loin, alors que le soleil commençait à se coucher. James s'est inséré sur l'autoroute, la limousine roulant avec douceur et en silence. Longue journée, a-t-il demandé. On peut dire ça. Ces réunions de famille peuvent être rudes. J'ai souri. Celle-ci a eu ses moments forts. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer pendant le trajet. Un SMS de tante Carole, qui s'excusait et me demandait mes coordonnées. Une demande d'amis sur Facebook, d'un cousin avec qui j'avais joué exactement 2 fois. Un long email décousu de Derek, que j'ai supprimé sans le lire. Rien de maman, ni de Madison. Parfait. Je ne m'attendais pas à des excuses. À vrai dire, je n'en voulais même pas.
Ce que j'avais voulu, c'était qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Qu'ils comprennent que le fait de jeter un enfant aux ordures avait des conséquences. Que j'avais survécu, et prospéré sans eux. Et ils l'avaient vu. La limousine s'est arrêtée devant ma maison, juste après 21h. James a porté mon sac de voyage jusqu'à la porte, et a refusé le pourboire supplémentaire que j'ai essayé de lui donner. Prenez bien soin de vous, m'a-t-il dit. À l'intérieur, la maison était exactement comme je l'avais laissée. Des lignes épurées, des meubles soigneusement choisis, des œuvres d'art provenant de galeries locales sur les murs. La preuve d'une vie, construite à partir de rien, si ce n'est de la détermination et de la rancune. Je me suis servi un verre de vin, et je me suis assise sur mon patio arrière, à regarder les étoiles. Mon téléphone a sonné. Grand-mère, encore une fois. Je voulais juste m'assurer que tu étais bien rentrée, a-t-elle dit. Oui. Merci de vérifier. Vicky. Encore une chose. Oui. Je suis fier de toi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre te l'a dit, mais moi, je le suis. Ce que tu as accompli, qui tu es devenu. C'est remarquable. Ma gorge s'est serrée. Merci, grand-mère. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité, pendant un long moment, à repenser à cette fille à l'arrêt de bus, avec ses 69 € et les vêtements d'un inconnu. À repenser au choix qu'il avait mené jusqu'ici. J'avais voulu me venger, je voulais leur frotter mon succès au visage, et je l'avais fait. Mission accomplie. Mais, assise là, sur mon patio, dans cette maison que j'avais achetée avec l'argent que j'avais gagné, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De l'apaisement. La page était tournée. Je n'avais plus besoin d'eux. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leurs excuses, ou de leur culpabilité. La fille qu'ils avaient abandonnée, était morte il y a 13 ans, à un arrêt de bus en Oklahoma. La femme qui l'avait remplacée, était quelqu'un qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et cette femme s'en sortait très bien. J'ai fini mon vin, et je suis rentré à l'intérieur. Demain, j'avais une réunion avec un nouveau client. Un portefeuille à rééquilibrer, une vie à vivre. Le passé pouvait rester là où je l'avais laissé. Dans un entrepôt au-dessus d'un dîner, dans des nuits blanches et des mains en sang. Dans le rétroviseur d'une limousine, qui s'éloignait de gens qui ne m'avaient jamais mérité pour commencer. J'en avais fini de regarder en arrière.